Voici quelques faits divers réels qui se sont peut-être produits près de chez vous. Alors, maintenant, quand vous vous baladerez en centre-ville, ou en montagne, ou dans un parc d'attractions, ou encore quand vous prendrez le train, vous ne regarderez peut-être plus votre voisin de la même manière. Le crime que personne n'a osé vous raconter. Mathilde fait le piquet devant la porte de son appartement. Cela fait un bon moment. Et ça peut durer des heures. Comme une ado qui a perdu ses clés. Sauf que Mathilde a 31 ans et qu'elle n'a pas de clés. Son mari ne le veut pas. Ils vivent ensemble depuis 5 ans dans cette tour de Montargis. Et il refuse de lui donner une clé. C'est compliqué pour elle de sortir dans le quartier. D'ailleurs, la plupart du temps, il exige de l'accompagner. Quand clé n'y passe, elle doit sonner à l'interphone d'une voisine pour entrer dans l'immeuble. Ensuite, elle reste plantée sur son paillasson à attendre qu'on lui ouvre. Une véritable honte pour elle. Les gens qui passent détournent les yeux et l'ignorent quand ils ne la regardent pas de travers. Une véritable puanteur sort du dessous de sa porte et les cafards envahissent les étages. À chaque fois qu'elle croise quelqu'un, Mathilde baisse ses beaux yeux clairs. Une façon de disparaître à la vue des autres. Son voile islamique se chargeant de cacher tout le reste. Tous ceux qui ont connu Mathilde avant 2014 tomberaient des nues en la voyant maintenant. Elle avait tout pour elle. Enfant, c'était une petite princesse. Une photo de son enfance la montre perchée sur un trône, rouge et or, à Disneyland Paris. Entourée de ses 4 chevaliers servants, ses 2 frères et 2 de ses cousins. Pas poseuse pour un sou, avec son joli serre-tête et ses longs cheveux châtains. Elle était souriante, jolie, tout simplement heureuse. Chaque été, la petite bande allait à Belle-Île chez la grand-mère. Et Mathilde, la seule fille de ce joyeux club des 5, était la première à courir sur les plages de l'île et à en explorer tous ses recoins. À 20 ans, elle est toujours la joie de vivre incarnée. Sa chance est d'avoir grandi dans une belle maison du Loiret, entourée d'une famille aimante, dont Sibylle, la maman, est le pilier. Mathilde a alors un rêve, devenir journaliste. Après son bac en 2008, la jeune étudiante suit la filière Infocom à Paris 8 et décroche un stage au Sénégal. C'est là que sa vie va basculer. À Dakar, la télévision locale confie à la jeune stagiaire de 23 ans des reportages à réaliser en binôme. Mathilde a son propre caméraman, un grand Sénégalais aux longues dreadlocks et a un sourire irrésistible. Il s'appelle Siley, il a 27 ans et c'est le coup de foudre sous le ciel africain. C'est là qu'elle commet l'irréparable erreur. Tout va très vite, trop vite. Subjuguée, Mathilde épouse son prince charmant qui lui signe une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est monogame. La jeune mariée ne s'était même pas posé la question. Le couple vient ensuite s'installer en France. Dans un premier temps, dans le Loiret, chez les parents de la jeune femme. Elle a hâte de leur présenter Siley, même si ce n'est pas vraiment le gendre idéal. Il n'a pas de travail et ne risque pas d'en trouver, puisqu'il n'en cherche pas. Même quand il apprend que sa femme est enceinte, il ne bouge pas. En fait, Siley passe le plus clair de son temps à prier. Et bientôt, Mathilde déambule en boubou et en turban. Elle s'est convertie à l'islam. Le journalisme, c'est fini. C'est la volonté d'Allah. Explique-t-elle à sa famille médusée. Est-ce aussi Allah qui veut qu'elle porte des packs d'eau alors qu'elle est sur le point d'accoucher pendant que monsieur se la coule douce? Ses parents, catastrophés, mettent Mathilde en garde, mais elle ne veut rien entendre. Se bornant à répéter « C'est la volonté d'Allah ». Elle est sous l'emprise totale de son mari. Et l'arrivée de l'enfant en 2016 n'arrange rien. Le papa ne fait absolument rien, à part prier et mettre à nouveau sa femme enceinte. La cohabitation devenant de plus en plus tendue, le jeune couple déménage à 15 km, où la mairie leur a trouvé un logement social. L'année 2017 commence, et avec elle, la descente aux enfers pour Mathilde. Un 2 pièces dans un bel immeuble tout blanc, bien entretenu, que demander de plus? Sauf que surprise, Siley y installe sa première épouse, dont il s'est bien gardé d'en informer son existence. Il a même menti sur l'honneur, pour ne pas rebuter Mathilde lors du mariage. L'autre, c'est Kandé, une Sénégalaise du même âge, et enceinte elle aussi.
Ils seront bientôt 6 à la maison, dont 3 enfants en bas âge. Mais Siley règne en maître sur son foyer. L'unique activité de cette famille, la Manche, à Montargis, mais surtout à Paris, où les touristes donnent davantage. Mais comme cela ne rapporte pas gros, Siley a une idée. Pendant son séjour chez les beaux-parents, il a vu comment Sibylle, la mère de sa femme, se mettait en 4 pour sa fille. La voilà, la poule aux œufs d'or, se dit-il, avec sa bonne petite retraite d'EDF et ses économies. C'est vers elle qu'il convient de se tourner. Poussée par Siley, Mathilde appelle sa mère à l'aide. Elle ne s'en sort pas avec les 3 bébés à la maison, et presque rien pour les nourrir. Comment ça, 3 enfants? Atterrée, Sibylle apprend d'un coup que son gendre est bigame et qu'il a fait venir son autre épouse. Pourtant, elle accepte de venir vivre à Montargis et elle s'occupera des petits. Cette décision lui coûte son propre mariage, car le père de Mathilde, ulcéré, décide de jeter l'éponge. Il est incapable d'aider la jeune fille à s'enfoncer dans un sordide ménage à 3. Sibylle ne l'écoute pas et déserte le domicile conjugal. Rapidement, Mathilde tombe une nouvelle fois enceinte. La vie à 6, bientôt à 7, dans le 2 pièces, est un vrai cauchemar. D'autant plus que Siley prie beaucoup moins qu'il ne frappe. Tyrannique, odieux, il laisse libre recours à sa violence. Il frappe Mathilde pour un oui ou pour un non. Candé, qui échappe à ses coups, en flanque à sa rivale. Siley, au passage, s'en prend aussi à sa belle-mère, au point qu'un jour, il lui cassera 2 côtes. Sibylle, esclave volontaire, serre les dents pour sa fille et continue à payer les courses pour tout le monde. La nuit, elle dort dans sa voiture, puis remonte dans l'appartement quand ses parents sont partis faire la manche. La situation est insupportable, glauque, terrifiante. Fin 2021, Sibylle est épuisée. Son compte en banque aussi. Alors, Siley la flanque à la porte avec interdiction de revoir sa fille et ses petits-enfants. Sibylle revient quand même glisser dans la boîte aux lettres des gâteries pour les bambins. Elle continue également à déposer des courses sur le paillasson, sonne pour prévenir, mais personne ne lui ouvre. Siley hurle de l'autre côté de la porte. Repars-toi ici. La pauvre femme repart la mort dans l'âme. Le chagrin fait d'elle une épave. Elle capitule. Elle ne peut plus rien pour sa fille. Elle est à nouveau enceinte et est battue par son mari et Candé. Elle ne pourra plus aider ses petits-enfants ni sa fille. À bout, Sibylle se suicide le 3 mai. Mathilde se retrouve plus seule que jamais. Malgré la honte, elle tente de quémander de l'argent auprès de son père. Officiellement pour reprendre ses études et devenir naturopathe. Il n'est pas dupe. C'est encore une entourloupe de Siley. Il refuse catégoriquement. En perdant sa mère, Mathilde a tout perdu. Et il ne lui reste que 3 mois à vivre. Le 3 août 2022, 4 heures du matin, les pompiers et le SAMU débarquent dans l'appartement. Il y a longtemps ici qu'on n'entend que des hurlements, mais jamais comme cette nuit. Plusieurs voisins ont alerté les secours, mais les équipes d'intervention ne sont pas prêts de ce qu'ils vont découvrir. Sur le seuil, une odeur abominable leur saute à la gorge. Partout dans le taudis règne une saleté répugnante. Recroquevillés dans un coin, 4 enfants, en larmes, rachitiques, âgés de 2 à 5 ans, fixent une femme à terre. Inconsciente, le visage déformé par les coups. 2 personnes sont là, qui regardent sans broncher la victime baignée dans son sang. Siley et Candé. Mathilde, enceinte de 8 mois, respire encore. On la transporte au centre hospitalier de Montargis. On tente de la sauver, ainsi que son bébé, mais en découpant ses vêtements, les médecins pâlissent sous leur masque. Le corps de la jeune femme est couvert de cicatrices et de marques de coups, récentes et plus anciennes. À 13h, et malgré tous les efforts, on prononce le décès de Mathilde et de la petite fille qu'elle portait. On se dit aujourd'hui que la tenue ample, islamiste de la jeune fille avait surtout pour but de cacher ses hématomes et ses plaies. Durant sa garde à vue, Siley, 35 ans, se défend d'avoir tué sa femme. Il n'évoque qu'une dispute, alors que tout prouve un déchaînement de violence. La victime a certainement été massacrée devant ses enfants. Sa fille aînée, âgée de 6 ans,
a raconté en pleurs au pédopsychiatre qu'elle a vu papa taper maman et que Candé l'a frappé aussi. Les deux complices, présumés innocents, sont mis en examen, poursuivis l'un et l'autre pour meurtre, torture et barbarie. Placés en famille d'accueil, les 3 enfants de Mathilde sont aujourd'hui séparés. Leur grand-père se bat pour qu'ils se retrouvent dans un même foyer et pas trop loin de son domicile. Il aurait souhaité les prendre avec lui, mais sa santé ne lui permet pas. Il veut désormais pouvoir les voir et subvenir à leurs besoins. Espérons que son vœu soit exaucé. Lui et les siens n'ont que trop souffert de cette histoire. Comment Mathilde, une jeune femme aussi brillante, aussi bien partie dans la vie, a-t-elle pu sombrer à ce point et endurer un tel calvaire? Comment sa pauvre mère a-t-elle pu être poussée au suicide? Ce double drame appelle bien évidemment compassion et bienveillance. Mais en réalité, on reste sans voix devant un pareil naufrage. Camille avoue avoir tué un de ses amis, Théo, 23 ans. Après une soirée en tête-à-tête passée chez elle, elle lui aurait planté un couteau dans le dos avant de l'étrangler avec la cordelette d'une de ses jupes. Comment cette jeune fille de tout juste 18 ans, inconnue des services de police, aurait-elle basculé dans cette violence meurtrière? Début novembre, Camille et Théo, tous deux originaires de Franche-Comté, font connaissance sur les réseaux sociaux. Le jeune homme de 23 ans, peintre en bâtiment, vit encore ici, à Besançon, chez ses parents. Théo est vite fasciné par cette jeune fille libre, vivante et très sociable. Grâce à elle, il sent même se décoincer un peu. Le week-end suivant, Théo et Camille se retrouvent dans une boîte de nuit. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Nous avons recueilli le témoignage d'une jeune fille qui était présente ce soir-là. À un moment, il parlait à une fille. La fille l'a embrassé comme ça, je ne sais même pas s'il était consentant. Camille a vu. C'est vrai qu'une boîte c'est petit, tout le monde se voit. Elle l'a bloqué de partout. Théo est accro. Alors quand une semaine plus tard, Camille reprend contact avec lui, il est aux anges. Il s'excuse auprès d'elle de son incartade. C'était une erreur, j'avais le coup de foudre pour toi. Tu veux te faire pardonner ? Lui dit-elle. Lundi 29 novembre, le cœur battant, Théo se rend à Oiselay, à une demi-heure de Besançon. C'est là que vit Camille, dans un studio à l'étage d'une petite maison. Pendant la soirée, Théo échange des textos avec Cécile et Pauline, une autre de ses amies. Il leur dit qu'ils sont trop différents et que ça ne fonctionnera pas. Ce sera son dernier message. Le lendemain matin, Cécile essaye en vain de le joindre. Elle tombe inlassablement sur sa messagerie. Bonjour, votre correspondant est indisponible, il vous recontactera après écoute de votre message. Pour cela, n'oubliez pas de laisser vos coordonnées. Après le bip, c'est à vous. Théo ne s'est pas rendu au travail. Sa voiture, elle aussi, a disparu. Cécile, inquiète, contacte Camille. Camille lui répond alors que la soirée s'est très bien passée, qu'ils ont couché ensemble, qu'ils ont mangé une pizza et se sont ensuite posés. Alors on pense tout de suite à un accident. À leur tour, David et Marine, des amis, appellent Camille. David la connaît bien. Il a fait l'équitation avec elle. Il lui met la pression en évoquant l'hypothèse d'un suicide amoureux. Il enregistre la conversation. Non, mais il ne s'est pas suicidé. Je pense pas, j'espère pas. Moi, je veux pas d'emmerde. Il est venu chez moi, il est reparti. Même si c'est suicidé à cause de moi, il y a des preuves que c'est à cause de moi ? J'en sais rien. David et Marine sont surpris par la réaction de Camille, à la fois détachée et sur la défensive. Ils commencent à avoir des doutes et se rendent chez elle. Elle n'est pas là. Elle a laissé un mot sur la porte en disant qu'elle rentrait 15 jours plus tard. Le mercredi, la mère de Théo se rend au commissariat pour signaler la disparition de son fils. Le téléphone portable n'est plus actif depuis 6h05, le 30 novembre. La carte bancaire, elle, est très active. Dès 8h du matin, le 30 novembre, il y a un retrait dans une station-service.
Et puis divers achats pratiques les jours suivants. Les enquêteurs repèrent un retrait de 600 € effectué à un distributeur. Ils exploitent la vidéosurveillance de la banque et présentent les clichés à Marine et David. David affirme alors avoir reconnu la veste de Camille, qu'il a souvent vue. Quelques heures plus tard, la police décide d'aller perquisitionner au domicile de Camille. Il découvre alors le corps de Théo, emballé dans des sacs plastiques, les mains ficelées dans le dos. Théo est mort. Camille est placée en garde à vue. Elle va tout de suite avouer lui avoir d'abord asséné un coup de couteau dans le ventre, avant de l'étrangler avec la cordelette de sa jupe. Camille avance immobile. Elle aurait été victime d'une tentative d'agression sexuelle de la part de Théo. Elle raconte qu'ils se sont endormis dans le même lit, tout habillés, jusqu'à ce qu'elle soit réveillée vers 4 heures du matin par les caresses du jeune homme, qu'elle aurait repoussé immédiatement. Camille prétend avoir dit non, non, non à plusieurs reprises. Théo ne l'aurait pas entendu ainsi. D'après les amis de Théo, c'est impossible. Il est tout timide. C'est la peine s'il ose dire bonjour en faisant la bise. Pour les avocats des parents de Théo, maître Christophe Bernard, la scène décrite par Camille fait davantage penser à une exécution qu'à une riposte. D'après les premiers éléments de l'enquête, après le coup de couteau donné, Théo aurait été agenouillé devant la fenêtre pendant que Camille serait repartie dans sa chambre. En regagnant la pièce principale, sa décision aurait été prise. Il faut le finir. On sait, au vu du fait qu'elle ait laissé des marques de chaussures dans le dos de Théo, qu'elle a mis des chaussures. Mais pourquoi aurait-elle mis des chaussures alors qu'elle prétendait être allongée dans le lit quelques minutes avant? Certainement a-t-elle pensé qu'elle aurait plus de force par derrière en lui faisant un nœud coulant pour le tuer. Une scène diabolique. Camille aurait-elle tué pour se défendre d'une agression? Ou aurait-elle eu un autre mobile crapuleux? Le jour du drame, elle cherche à tout prix à se faire prêter une voiture. C'est après le refus d'un premier ami qu'elle aurait repris contact avec Théo, en lui envoyant le texto « Tu veux te faire pardonner ?» En garde à vue, Camille aurait évoqué ces pigeons, ces hommes qu'elle dit utiliser quand elle en a besoin. Théo aurait-il été le dernier de la liste? En tout cas, elle ne semble montrer aucun remords après le meurtre. Elle aurait même fait preuve de beaucoup de sang-froid. À 7 heures du matin, 3 heures après les faits, elle envoie ce SMS à Théo alors qu'il gît dans son salon. « Merci pour hier soir, c'était vraiment bon. Fais attention à toi sur la route. » Selon les enquêteurs, 1 heure plus tard, après avoir dissimulé le corps, elle prend la voiture de Théo et roule sans permis. Elle prend ensuite la route direction Bordeaux, à 700 km de là, pour rejoindre un certain Philippe, rencontré une semaine auparavant par le biais des réseaux sociaux. Elle a loué une chambre, une love room, avec jacuzzi, pour 2 nuits. D'après l'avocate de la meurtrière, Camille vit au jour le jour, et on essaie de mettre sur Camille une volonté de préméditation, projection des plans qu'elle aurait préétablis, mais ce n'est pas du tout ça. C'est une adolescente de 18 ans qui vit au jour le jour et qui décide en 1 heure ou 2 d'aller faire autre chose. C'est ça une adolescente. L'avocat de Théo, quant à lui, déclare qu'il y a le côté pécuniaire, avec ce volet crapuleux postérieur. Et puis la question qui lui est posée: pourquoi avez-vous autant de petits copains? Ou ce que vous appelez des copains? Camille répondra simplement: j'aime le cul. J'ai le droit d'avoir des relations sexuelles quand je le souhaite. Mais avoir des relations sexuelles 2 jours seulement après le meurtre de Théo, avec quelqu'un qu'elle connaît depuis à peine 10 jours, pour une agressée sexuelle, ça semble particulier et douteux. Les enquêteurs découvrent aussi qu'en rentrant à Bordeaux, Camille s'arrête à Dijon et dort chez son ex. Elle lui demande de changer les plaques de la voiture de Théo. Le lendemain, elle publie sur son compte Facebook l'avis de recherche de la police nationale concernant le jeune homme. Puis, elle propose à David et Marine son aide pour retrouver Théo. Elle envoie à David un SMS que voici. « Théo, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Il m'a aidé quand j'étais plus bas que terre.
Je suis rentrée bourrée vendredi soir, chez mon meilleur pote. J'ai cherché toute la nuit. Il n'y a rien. Il n'est peut-être pas bien loin, la Franche-Comté, elle n'est pas grande. On va le retrouver, ce n'est pas possible autrement. Depuis, Camille est en détention provisoire, à la prison de Mulhouse, où elle a pu s'entretenir avec son avocate. Est-ce qu'elle éprouve des regrets aujourd'hui ? D'après son avocate, oui, elle éprouve des regrets. Elle pleure, elle fait des cauchemars toutes les nuits. C'est une jeune femme qui a pris conscience, c'est la raison pour laquelle elle a reconnu les faits. Pour les proches de Camille, elle a voulu se défendre. Et puis, ça a été un engrenage. Elle a perdu le contrôle de tout. Camille risque jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Une peine qui pourrait être atténuée si elle est reconnue victime d'une agression sexuelle. Namur, en Belgique. Ce drame s'est passé le 8 juin 2020. Quand ils débarquent aux 5 rues Soestude, les policiers belges d'Andenne, près de Namur, s'attendent à une pénible découverte. Des voisins les ont avertis. Depuis 3 jours, Myriam Bado, 59 ans, infirmière à la retraite, une dame à la santé fragile, ne donne plus signe de vie. On ne la voit plus promener son chien. Son plateau repas, livré comme d'habitude par la société HelloFresh, meurt devant sa porte d'entrée. Est-elle tombée ? A-t-elle eu un malaise ? Ce 11 juin 2020, il y a lieu de redouter un drame. Mais pas l'horreur de ce qu'on va découvrir. Sur l'arrière du pavillon, au crépi rose, une fenêtre cassée révèle qu'il y a eu effraction. À l'intérieur, un intrus s'est déchaîné. Ce n'est pas le désordre qu'auraient pu laisser un cambrioleur en quête de butin. C'est le saccage d'un démon. Les lambeaux calcinés d'un rideau sont noués autour d'un radiateur électrique allumé. L'eau déborde à flot du lavabo de la salle de bain. Un fauteuil barre la porte de la cuisine. Au sol traînent d'énigmatiques noyaux d'abricots. Dans le séjour, un lit médicalisé a été retourné comme une crêpe. Un canapé basculé par-dessus. Myriam est là-dessous, écrasée sous l'empilement des meubles. Son corps frêle, enroulé dans une couverture, est zébré de lacérations, marbré d'hématomes, le cuir chevelu, couvert de caillots noirs. L'autopsie montrera que la malheureuse a eu le thorax écrasé, le bassin enfoncé, le pancréas éclaté et que son meurtrier l'a torturée avec un sadisme atroce. Il lui a vidé une bombe d'insecticide au visage, brûlé le bras droit avec de l'ammoniac, jusqu'à ce que la peau se soulève en cloque jaune. Il lui a enfoncé de l'essuie-tout dans la gorge avant de l'achever enfin en l'étranglant. Qui a pu faire preuve de sauvagerie pareille ? La réponse a de quoi choquer. Ce 24 octobre, l'homme qui comparaît devant les assises de Namur pour répondre du meurtre de la retraitée n'est autre que Laurent Bado, son propre fils. Âgé de 30 ans, le garçon a le cheveu noir, le visage juvénile, l'allure propète dans sa chemise bleue à fines rayures blanches. Pendant que le président, Philippe Gorlet, magistrat d'expérience, lit l'acte d'accusation, il courbe la tête, comme accablé de remords. Pourtant, ce jeune homme ne semble avoir vécu que pour martyriser sa mère, qu'il a élevée seule. À 2 ans, il la frappe à coups de pied. À 5 ans, il la moleste avec un pied de chaise. À 7 ans, il lui enfonce un crayon dans le nez. « Je n'ai pas le souvenir », élude Laurent quand la cour l'invite à réagir. Plus tard, il lui projette un liquide corrosif dans les yeux, détaille un enquêteur à la barre. Il lui donne sur l'oreille une énorme gifle qui lui laissera une acouphène permanente. À 20 ans, il lui tord le genou au point de lui arracher des ligaments. « Je n'en ai pas le souvenir », répète l'intéressé. Sarah, elle, s'en souvient très bien. La demi-sœur de Laurent n'avait pourtant que 12 ans lorsqu'elle a assisté à la scène. Ça a fait un bruit sourd, un crack. Maman a hurlé de douleur. Adulte,
Laurent ne se calme pas. La cocaïne qu'il consomme accroît son agressivité. Il rackettait sa mère et l'insultait, raconte une amie de Myriam. Nous étions convaincus qu'il la tuerait un jour ou l'autre. Laurent lui-même était conscient du risque, assure sa tante Véronique, la sœur de la victime. En mars 2019, il m'a demandé « Tantine, je peux dormir chez toi ? Sinon je vais finir par tuer maman. » Véronique accepte de l'héberger 6 mois. Générosité mal récompensée. Il brûlait les oreilles de mon chien avec ses cigarettes. Sans formation, Laurent trouve néanmoins un emploi de routier, un logement, une compagne. Mais à la moindre difficulté, il retourne chez sa mère, qui l'accueille avec une inlassable tendresse. À 27 ans, elle lui beurre encore même ses tartines. Cela n'empêche pas son fils d'être toujours aussi incontrôlable. Un jour, Myriam l'a retrouvé nu sur la pelouse, la bave aux lèvres, se souvient Annick, une autre amie. Usée par son métier d'infirmière et par le stress que lui impose son fils, Myriam a cédé à la boisson. Une faiblesse qu'Annick comprend. Il lui a cassé tous les os du corps. Elle était obligée de coincer la porte de sa chambre avec une chaise pour dormir en sécurité. C'est le désespoir qui l'a poussée à boire. Elle s'est anesthésiée avec l'alcool. Pourtant, elle aimait Laurent, envers et contre tout. D'une ultime phrase, elle cingle l'accusé qu'elle fixe dans son box. Il a tué la personne qu'il aimait le plus. Les derniers mois de Myriam sont un calvaire. À l'hôpital Sainte-Camille, où elle travaille, elle ne dit rien des violences qu'elle subit. Lorsqu'elle aborde un cocard trop voyant, elle raconte que son chien l'a bousculée et qu'elle a pris une porte. Plus tard, quand des problèmes de hanche la forcent à prendre sa retraite et à dormir chez elle au rez-de-chaussée, dans un lit médicalisé, la cohabitation devient invivable. Laurent, trop instable, a perdu son emploi, son logement. Il ne quitte plus sa chambre que pour s'acheter sa cocaïne. Et lorsqu'il est en manque, le regard fou, le visage baigné de sueur, il menace sa mère. Ça doit faire mal, une lame dans le ventre. Myriam, terrorisée, appelle la police qui enregistre 33 procès-verbaux en un an. Elle jouait la comédie, affirme pourtant son fils à l'audience. Et elle était violente. Quand son degré d'alcool montait, elle me lançait des assiettes, des chaussures. Bref, à l'écouter, la seule victime dans l'histoire, c'est lui. En avril 2020, Laurent Bado jette une bouteille de verre au visage de sa mère qui riposte en le mettant dehors. Il se réfugie, alors, sous une tente, dans un bois près d'un restaurant quick. Myriam cesse de boire. Dans sa tête, elle se voit même refaire sa vie, déménager à Ostende, au bord de la mer. Mais le 6 juin, Laurent revient. Il défonce la chaudière, le lave-linge, avant de faire bien pire le lendemain. Ce jour-là, pleurniche l'accusé, j'avais tellement honte que je m'étais acheté de la mort au rat pour me tuer. Mais vers minuit, je me suis rendu compte que mon téléphone n'avait plus de batterie. J'ai voulu recharger chez ma mère. Selon Laurent, Myriam ignore ses coups de sonnette. Alors il s'énerve, brise la vitre et entre dans le pavillon. Là, il renverse le lit médicalisé, faisant chuter sa mère au sol. Je lui ai donné des coups de pied, mais pas violemment, juste pour voir si elle était consciente. Comment ose-t-il dire une chose pareille quand on sait que ces coups ont brisé 12 côtes à Myriam? La suite est encore plus abjecte. J'ai attrapé maman par la cheville et j'ai retourné le divan sur elle. Je me suis assis dessus avec mon chien, un molosse de 30 kilos, pour l'empêcher de se débattre. J'ai mis un coussin sur sa tête et j'ai appuyé avec mes pieds sur le coussin. C'était pour ne plus la voir, ne plus l'entendre. Le tortionnaire cloue sa mère au sol en lui plantant le pied du canapé dans le ventre. Pendant qu'elle râle, qu'elle supplie, il déguste une poignée d'abricots en lui jetant les noyaux au visage. Puis, il passe aux produits chimiques, l'insecticide en spray, mais pas que. L'ammoniac, se justifie-t-il, je ne l'ai pas versé sur sa peau, seulement sur sa couverture. Les sévices auraient duré 2 heures. Laurent Bado a toujours prétendu que sa mère était vivante lorsqu'il a quitté les lieux, mais il admet avoir tout combiné pour qu'elle meure. À un moment, j'ai vu que maman faisait des bulles avec sa bouche, et je me suis rendu compte que j'étais allé trop loin. Alors,
Je me suis levé. Le radiateur entouré d'une tenture, c'était pour mettre le feu après mon départ. À l'époque, note le président, vous aviez dit aux policiers, c'était pour quelle grille? Le rapport d'autopsie ayant établi que la victime a succombé à une strangulation. Laurent est obligé de reconnaître qu'il a causé sa mort. À un moment, avoue-t-il, j'ai mis la main gauche sur sa bouche et la droite sur son cou. Mais aucune sincérité dans ses confessions. Ce n'est qu'une tactique bien connue des salles d'audience qui consiste à simuler une prise de conscience. Il m'a fallu plus d'1 an pour comprendre que mon comportement avait provoqué la mort de maman, récite Badaud sans convaincre. Après son crime, il a regagné sa tente, où il a prétendu avoir beaucoup pleuré. Le lendemain, il fait un brin de toilette chez un ami auquel il donne un coup de main pour des travaux. Et il parle avec plaisir, tout en bricolant de sa passion pour la moto. Une douche et hop, c'est reparti, ironise maître Gilles Grulin, qui, avec son confrère, maître Cédric Berne, défend les droits de la partie civile. De fait, durant l'instruction, l'accusé a livré lui-même le fond de ses sentiments. Ma mère, je la déteste. J'aurais voulu assister à son dernier souffle. Le temps des plaidoiries, venu, M. Berne est catégorique. L'accusé est un manipulateur, il sait influencer et prendre sa voix tremblotante quand il faut. Mais ce crime n'était pas un coup de colère, il savait parfaitement ce qu'il faisait. Dans le séjour, il a placé un sofa devant la porte pour s'assurer que sa maman ne s'échapperait pas. En repartant, il a ramassé le pavé pour casser la fenêtre et l'a replacé là où il l'avait trouvé. Ce n'est pas là le comportement d'un homme affolé. Maître Grulin enchaîne. « Je suis allé trop loin ?» nous dit l'accusé. « Non, il a voulu aller au bout. » Myriam Badaud a vu venir la mort dans les yeux de son fils, assis sur elle, et de tout son poids. Il voulait assister à son dernier souffle. Ce dernier souffle qu'il a bloqué avec un morceau d'essuie-tout. Ensuite, il a laissé le corps de sa mère pourrir pendant 3 jours. On ne ferait même pas cela à une bête. Mais lui l'a fait à sa maman. On est dans l'inhumain, dans l'inexcusable. Durant ce procès, reprend l'avocat général Virginie Kerkhoff, j'ai vu l'accusé avachi sur sa chaise, les yeux au sol, amorphe. J'ai eu le sentiment qu'il ne se sentait pas concerné. Non, Laurent Badaud n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Car il n'a pas seulement tué sa mère, il a choisi de faire le mal intentionnellement et gratuitement. Plaidant pour la défense, maître Ricardo Bruno réfute le portrait du fils monstrueux. Malgré leur passif, il aimait sa mère, il aimait autant qu'il la détestait. La vérité, c'est que vivre avec une personne alcoolique, c'est extrêmement difficile, surtout quand on est bipolaire et qu'on consomme de la cocaïne. Là, forcément, ça fait des étincelles. Maître Régis Broca, qui le seconde, adopte un ton mesuré. Nous ne demandons ni la pitié ni la clémence. Notre client est conscient que ce soir, il va regagner sa cellule pour de nombreuses années. Nous vous demandons seulement de ne pas retenir une peine qui dépasse son âge au moment des faits. Une demande ingénieuse qui aurait pu épargner à l'accusé quelques années de détention. Mais les jurés, 8 hommes et 4 femmes, l'ont rejeté. Après 4 heures de délibéré, ils ont condamné Laurent Badaud à 30 ans de réclusion criminelle.